Au risque de me répéter, je serine une nouvelle fois que la Médina a joué un rôle des plus déterminants dans la prise de conscience nationale. Témoin, la dynamique sportive et culturelle qui a favorisé le jaillissement du mouvement national et qui a été, quelque part, à l'origine de la création des partis politiques. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle escale de votre mission, une escale qui va être dédiée au rôle joué par le sport dans le mouvement national. Et c'est une grande soirée pour moi, dans la mesure où c'est un vibrant hommage qui va être rendu à l'équipe nationale du FLN, une équipe qui a été l'ambassadrice de la révolution algérienne, une équipe qui a su, dans les faits, concrétiser la décision qui a été prise à l'époque par le FLN, avec à sa tête Abba Ramdan, Allah yarhamou wa yusa'alih. Une équipe donc qui mérite tout le respect, une équipe qui aura été à travers le monde entier une ambassadrice des plus efficientes, une ambassadrice qui a servi de repère et de modèle au mouvement sportif né dès les lendemains de l'indépendance. Avec nous ce soir donc pour parler de l'équipe du FLN qui vient de perdre un de ses meilleurs enfants, la personne de Mustafa Zitouni, Allah yarhamou wa yusa'alih, Mohamed Maouch, qui est donc une de ses composantes de cette équipe du FLN, Hamid Haddaj, qui est une personnalité connue du mouvement sportif national des lendemains de l'indépendance, mais aussi un des joueurs d'une équipe nationaliste de l'époque, à savoir le SMA, l'Espérance sportive musulmane d'Alger, Hamid Zouba, une de ses composantes de l'équipe FLN, et enfin Brahim Berber, qui se présente tout simplement comme étant l'ami de tous les joueurs qui ont été à l'origine d'une fierté nationale avérée. Alors, bien sûr, je suis particulièrement fier d'être parmi vous ce soir en présence de représentants du mouvement sportif national, qu'ils représentent le handball à travers ces équipes féminines qui sont dignement représentées aujourd'hui, ou le football, puisque, je ne l'ai pas fait exprès, des joueurs du Mouloudia, et non des moindres, sont parmi nous ce soir, avec Zoubir Bachi et Omar Betrouni, qui fut un de mes compagnons à l'époque, quand on jouait dans la catégorie pupille au sein de l'ASSE, l'association sportive de Saint-Eugène. Bien sûr, je n'oublierai pas Mohamed Matoub, qui a été l'un des animateurs d'un autre club patriotique, à savoir la JSMA, la jeunesse sportive musulmane d'Alger. Et enfin, des artistes sont parmi nous. Et ce n'est pas Nourdine Saoudi, un grand chantre de la musique classique algérienne, qui me démentirait, d'autant plus que le mouvement sportif a joué un rôle très important dans la création et le développement des associations de musique classique algérienne. J'avais cité dans la précédente émission le Mouloudia d'Alger et son rôle dans la création de Mizhar, Gharnata et El Hayat, des associations qui avaient vu, et le reproche m'a été fait dernièrement au sein de ma famille, la participation de Mohamed Khaznaji et de Mustafa Skandrani. Les Skandrani ont joué aussi un rôle très important au sein du Mouloudia d'Alger. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Mohamed Maouch pour nous situer un petit peu le contexte dans lequel est intervenue la création de cette équipe nationale du FLN. Mohamed Maouch. Merci beaucoup Semziani et bonsoir mesdames et messieurs, et là nous sommes très heureux d'être ici parmi tout ce monde, tout ce beau monde. C'est Abdelhamid Zouba et puis moi-même. Nous allons essayer de
relater un petit peu cette histoire, cette fameuse histoire de l'équipe FLN de football, donc dès 1958. Et au nom de tous les joueurs qui sont malheureusement très loin, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, je salue encore tout le monde, hein, mesdames et messieurs. Et si on revient tout de suite, pour ne pas être très long, comment s'est faite d'abord cette équipe nationale de football. C'est une idée qui est partie, et je vais vous montrer une photo si vous permettez, qui est partie du Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Sur cette photo, il y a donc Bomzarek, il y a Taleb Chaib, il y a Khmisti. Taleb Chaib, qui était un ancien joueur du Mouloudia d'Alger, originaire de Tlemcen. Qui était notre responsable politique aussi à l'époque. Et Ferjioui. Donc il y a M. Khmisti, Allah yarhamou, et Ferjioui. Voilà d'où est partie l'idée, après ce festival mondial de la jeunesse. Mais, pour revenir un petit peu, parce que l'histoire, c'est l'histoire, et il ne faut pas quand même... Il y a eu une première équipe qu'on a appelée l'équipe de l'ALN, qu'il ne faut pas l'oublier. Dont l'entraîneur était Jamal Derdour, le docteur Jamal Derdour, chirurgien dentiste. Il y avait un autre entraîneur aussi avec eux, Wahran. Donc, il ne faut pas oublier cette équipe de l'ALN qui a fait, disons, une tournée extraordinaire, d'après ce qu'on nous a raconté. Nous, on n'était pas au courant, bien sûr, parce qu'on était en France, on ne parle pas d'une équipe de l'ALN avec des joueurs. Donc, il y avait quelques maquisards, il y avait quelques réfugiés, donc Krimo, Rbih, il y avait Zarrar, il y avait Belhayek, et bien d'autres. Qui était une très bonne équipe d'ailleurs, parce que tous ces joueurs-là jouaient quand même à Tunis, etc., qui étaient très cotés. Donc voilà, je reviens un petit peu au retour donc du Festival mondial de la jeunesse. Bomzarek, Allah yarhamou, a eu l'idée de former une équipe composée de professionnels. À l'époque, il y avait peut-être une quarantaine de joueurs algériens en France, dans des petits clubs, des grands clubs, des moyens clubs, etc. Et en rentrant, donc après le festival, il est allé consulter Bentifour. D'après ce qu'il m'a dit lui-même, parce que je n'étais pas présent. Et donc il a consulté Bentifour, et Bentifour lui a dit oui, il faut foncer, c'est une très bonne chose. Et c'est comme ça que les contacts ont commencé. Doucement, 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 donc Bomzarek. Et c'était en quelle année exactement? C'était en 1957, tout de suite après le retour du Festival mondial de la jeunesse. Très bien. Voilà. Donc jusqu'en fin 57, où j'ai rencontré, comme par hasard, Bomzarek, Allah yarhamou, à Paris, donc, devant le café du départ que tout le monde connaît, parce que tous nos rendez-vous étaient là-bas, pratiquement, à Métro Saint-Michel. Et bon, on a discuté, puis on avait rendez-vous avec l'Aribi. Il me dit on va monter au café du Luxembourg, mais il ne m'a rien dit du tout. Il m'a dit je devais venir au bataillon de Joinville pour te contacter, mais étant donné que tu es militaire, j'avais peur. Par la suite. Donc on s'est mis à discuter, on s'est revus 3 ou 4 fois, et puis au bout de la 3e ou 4e fois, il me dit qu'est-ce que tu penses de cette idée? Lui, il avait déjà tout cogité, hein, tout préparé. Et je lui ai dit, c'est une idée extraordinaire, c'est magnifique. Il me dit, mais motus. Et c'est comme ça que les contacts ont commencé. Il y avait l'Aribi, il y avait donc Bomzarek et moi-même, on se rencontrait souvent donc à Paris. Il y avait le docteur Moulay qui était responsable des étudiants au niveau du 115 boulevard Saint-Michel, ceux qui connaissent les anciens étudiants qui étaient à Paris à l'époque. Et les nouveaux, le restaurant les étudiants algériens fréquentent toujours le 115 boulevard Saint-Michel. Voilà, absolument. Il y avait des tickets, ils mangeaient gratuitement, donc c'était pratiquement gratuit. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le 115 boulevard Saint-Michel, c'est le restaurant. Voilà un petit peu comment c'est parti, cette histoire. Et puis doucement, doucement, bien sûr, Arribé d'un côté, Bomzarek de l'autre, Bentifour d'un autre, ont commencé à contacter des joueurs tout en leur disant motus. Personne ne devait parler parce qu'on avait Bomzarek, étant donné que il est
très très malin et puis il a très peur, c'est un peureux et comme on dit, Moussouès, méticuleux. Il est toujours là aux aguets. D'ailleurs, quand on rentrait au Café du Luxembourg, on prenait toujours une table pratiquement en fois et il se mettait toujours face à la porte d'entrée. Dès qu'il voyait un chapeau mou, gabardine, il se tournait vers nous. Et puis à moi, il me disait, attention, ne viens jamais en tenue civile. Il me dit, tu viens toujours en tenue du bataillon Joinville. Voilà. Il était très malin, très intelligent même, parce que c'est une forme d'intelligence. Et dès qu'il voyait donc un chapeau mou, une gabardine, il disait, en parlant français. Donc voilà un petit peu cette histoire de l'équipe FLN, comment qu'elle a pu, bien sûr, les contacts, donc jusqu'au au 12 avril, à peu près, on a fait une dernière réunion, le 11, entre la nuit du 10 au 11 avril, on a fait une dernière réunion à laquelle la Croix des Petits Champs à Paris, il y avait Boumzreg, l'Aribi et moi-même, et c'est là que Boumzreg a pris la décision pour que les joueurs quittent le territoire français et leur club le 13 avril après les matchs. Justement, avant ce départ, comment a été la situation vécue par les joueurs qui étaient des professionnels, qui avaient une situation bien confortable? Quelle était la réaction, par exemple, du public français lors des matchs vis-à-vis justement de ces Algériens qui étaient dans les équipes françaises? À l'époque, l'Algérien était très coté. On était très respectés. Moi, je n'ai jamais entendu un mot de travers ou, par exemple, sale arabe ou absolument rien. Jamais. Surtout les stades de France, jamais d'ailleurs la plupart. D'abord, il faut reconnaître une chose, que tous ces joueurs-là, nombreux étaient internationaux, français, que ce soit les Itouni, bien sûr, parce qu'il était sélectionné en équipe de France, il y avait Mkhloufi, il y avait Brahimi, il y avait Bouchouk, il y avait Saïd Haddad aussi qui était l'Aribi, moi-même étant international espoir, et bien d'autres joueurs qui étaient très très bons d'ailleurs, qui jouaient dans d'autres clubs. Et voilà un petit peu. Donc, bien sûr que Boumzreg, puis bon, avec l'Aribi, Bentifour, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait à l'époque l'impact politique. Il fallait donner un grand coup, et il y avait plusieurs joueurs, bien sûr. On ne pouvait pas prendre tout le monde en même temps. Donc, il y a eu 11 joueurs de choisis, c'est-à-dire dans les clubs les plus huppés. Voilà. Donc, il y avait Monaco, il y avait quand même 4 joueurs. Il y avait Boubacar, Zitouni, il y avait Bentifour et Qaddour Bkhloufi. Il y avait Toulouse où il y avait Brahimi et Bouchouk. Il y avait Lyon, il y avait Kermali. Lyon à l'époque c'était aussi un grand club. Il y avait Saint-Étienne donc avec Mkhloufi. Il y avait Angers avec Ammar Rouaï et Reims avec moi-même. Reims qui était le stade de Reims à l'époque la meilleure équipe de France. Pratiquement la meilleure équipe, 2 fois Coupe d'Europe, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais voilà un petit peu l'idée de Boumzreg. Et qu'on a bien sûr adhéré, parce qu'on se réunissait souvent, on se voyait régulièrement donc à Paris, et jusqu'au jour où, je vous dis, on a fait cette réunion à l'hôtel La Croix des Petits Champs, à Paris, près du Louvre, et Boumzreg a pris donc la décision que le 13 avril, tous les joueurs devaient quitter le territoire français pour rejoindre donc la Tunisie et former cette glorieuse équipe donc combattante du FLN. Voilà, cette équipe qui a fait parler beaucoup d'elle à travers le monde entier. Il ne s'agit pas seulement de dire en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Russie, dans tous les pays du monde, on parlait pratiquement, il y a eu des articles partout. Donc cette équipe, peut-être Zouba tout à l'heure, moi je n'ai pas fait, j'ai fait que les pays de l'Est et les deux pays arabes. Mais Hamid Zouba, qui est allé en Chine, qui est allé au Vietnam, un peu partout, lui pourra parler ce qui s'est passé exactement. Mais c'est surtout l'impact, je dis bien l'impact politique. Nous étions les représentants, les ambassadeurs de la révolution algérienne et du peuple algérien. Il y avait donc un Nedam, comme on dit, nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. On avait des responsables politiques, il fallait, attention, c'était très strict. C'était vraiment très très strict et on se conduisait comme des professionnels
partout où on allait, et surtout comme des Algériens, dignes de ce nom. Là où on allait, d'ailleurs, souvent, on nous prenait pour une troupe théâtrale, etc. Et là, entre une parenthèse, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la troupe théâtrale, oui, qui a joué aussi un très grand rôle. Artistique et théâtrale. Artistique et théâtrale, qui a joué un très grand rôle. Donc ça, on reviendra tout à l'heure. Avec Moustapha Kateb. Avec Moustapha Kateb et bien d'autres. Et bien d'autres. Qui suivaient d'ailleurs. Ahmed Ouahabi, par exemple. Ahmed Ouahabi, qui fut un athlète. Il courait sous les couleurs du Mouloudia d'Alger. Donc voilà un petit peu cette histoire de l'équipe FLN. Et donc, je reviens un petit peu en arrière pour que les gens sachent. Bon, on était au bataillon de Joinville avec Mkhloufi, on était militaire. Il y avait un troisième qui était militaire, c'était Soukan Abdelrahman, mais qui était dans une autre caserne. Mais à l'époque, il n'était pas dans le groupe des 11. Et j'ai été arrêté. J'ai été arrêté. Bon, il y a eu un accident à Saint-Étienne entre Mkhloufi et un autre joueur, donc il y a eu du retard. Au lieu de partir tout de suite après le match, ils sont partis que le lendemain. Alors moi j'étais en Suisse, je suis revenu en France pensant qu'il y avait un contre-ordre, et je suis reparti en Suisse, mais étant militaire, j'étais déjà signalé, parce que sur l'équipe, déjà le lendemain, il y avait marqué 10 joueurs algériens. 10 joueurs professionnels ont rejoint la Tunisie, et moi j'étais en médaillon, donc le militaire manouche, l'international, absent. Alors, voilà, est-ce qu'on vous avait dit à l'époque que cette volonté de doter l'Algérie d'une équipe nationale du FLN procédait d'une démarche globale et cohérente, telle que définie par le congrès de la Soumam, avec à sa tête Abba Ramdan, qui avait décidé à l'époque de mettre les médias, la culture et le sport au service de la cause nationale. À un moment où la propagande des services psychologiques français voulait faire croire au monde entier que le peuple algérien aspirait donc à continuer à vivre sous le joug. Il fallait donc créer, ébranler l'édifice colonial pour démontrer à l'évidence que le peuple algérien était pour l'indépendance nationale. Et c'est ainsi que la culture, le sport ont été mobilisés pour porter haut ces aspirations. En effet, c'est lors du congrès de la Soumam, où Abba Ramdan, c'est lui qui a, bien sûr, on a encore ses écrits, et le sport et la culture. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien, comme c'était un homme de culture, un homme d'une très grande sagesse et d'une intelligence incommensurable. Donc Abba Ramdan a très bien compris. Et je pense que, par la suite, je ne peux pas le dire, parce qu'on n'était pas toujours en contact avec les responsables en France, etc., que ce soit Boudaoud ou Adlani et bien d'autres. Les représentants de la Fédération de France. On ne sait pas, il y avait tellement de secrets là-dedans que tout le monde avait peur, bien sûr, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait le moins de petites fuites. C'est la clandestinité. Donc, la clandestinité totale. Donc, voilà un petit peu cette équipe, comment elle s'est formée. Maintenant, ce qu'elle a fait à l'étranger, un peu partout, c'était extraordinaire. On ne peut pas maintenant, avec le recul, on voit que, bon, c'est vrai, pendant ce temps-là, on était là, on jouait, on n'était pas inconscient, non, parce qu'on était politisés quand même. Et bien sûr que tous les Algériens étaient derrière le FLN. La France s'est trompée, c'est pas une poignée de quelques, on peut le dire le mot, de quelques harkis ou quelques pros, disons, français, qui pouvaient changer la donne. Le FLN était partout, le FLN travaillait partout dans le monde entier, il y avait des représentants partout, il y avait aussi des hommes. On ne parle pas maintenant de l'OS et de toute une organisation dans le monde entier. Donc voilà un petit peu ce qu'était le FLN, donc avec l'organisation spéciale, peut-être tout à l'heure. C'est Brahim Berber pourra nous en dire quelque chose. Maintenant, on revient un petit peu, pour pas trop m'étaler, parce qu'il faut bien que les autres parlent. Cette équipe,
Par la suite, bien sûr, on ne parle pas des matchs qu'on a joués, ce qu'on a gagné, etc. C'est vrai, c'était extraordinaire partout où on est allé. Maintenant, il y a des gens qui ont suivi cette équipe, comme Pascal Boniface, que tout le monde connaît. Et il faut qu'on cite quand même ce qu'il a dit sur cette équipe. Pascal Boniface a dit « L'équipe de football du FLN a été le précurseur de la naissance d'une nation ». Donc, il fallait voir un petit peu ce chercheur, pourquoi il a dit ça. Il s'est aperçu que lors des matchs internationaux, s'il n'y avait pas l'hymne national et la levée des couleurs, on ne jouait pas. Les responsables politiques, nous-mêmes, on ne joue pas. C'est un match international contre une équipe, tel ou tel de tel pays, donc il fallait quand même l'hymne national. Voilà un petit peu dans sa recherche ce qu'il a trouvé Pascal Boniface. C'est très important. Et il y a un autre qui est, Allah yarhamou, c'est Farhat Abbas, qui a dit que cette équipe a fait avancer quand même la révolution de 10 ans. Très juste. Et si on revient maintenant à tous les joueurs qui jouaient, la plupart, les 32 joueurs qu'on était, tout le monde, ils étaient tous bon, certains ils jouaient en deuxième division, première division, dans des clubs plus ou moins huppés, mais on était tous, pratiquement, il y avait quelques-uns qui étaient un peu plus. Mais c'était une équipe extraordinaire, extraordinaire. Et tous les gens, tous les pays où on est allé, il y a des pays qui nous demandaient encore de rejouer contre eux. Parce qu'ils voyaient, même en Roumanie, c'est les Harlem Globetrotters. Et c'était un football inné, un football de... on jouait. Le football tana, comme on dit, le football à l'algérienne, qu'on a perdu actuellement. Voilà un petit peu cette équipe, on rentrait les 11, les 12, il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas de tableau noir, il n'y avait pas de... Non, allez, on savait jouer, on savait Il n'y avait pas d'argent aussi. Voilà, l'argent, n'en parlons pas, parce que l'argent, c'était autre chose. mais avec toutes les tournées qu'on a faites, dans les pays où on est allé, on a toujours été très, très bien reçus. Très, très bien reçus. Et là, je reviens, parce que nous avions quand même des responsables. Il y avait le GPR à Tunis, bien sûr. Il y avait des contacts, il y avait des gens qui étaient sur place. Et je reviens, pourquoi cette équipe était vraiment l'ambassadrice du peuple algérien, de la révolution algérienne, parce que nos responsables, eux, ils étaient plus ou moins cachés, pas cachés, non, parce qu'à l'époque, il y avait la mer Rouge, il y avait les services spéciaux, et il fallait quand même dénicher ces Algériens-là, mais ils ont été quand même très très intelligents et ils ont fait leur boulot comme il se doit, voilà un petit peu. Parce que la révolution algérienne, je pense que Darnas et Berber, Brahim et bien d'autres, elle est unique. Elle est unique au monde. Elle est unique. Donc le FLN, je sais pas, il y avait des hommes là extraordinaires qui ont su galvaniser un petit peu tout ce peuple et tous ces pays, même étrangers. Pas seulement le peuple algérien, parce que tous les pays pratiquement étaient avec l'Algérie, à part un ou deux pays qu'on connaît, mais enfin, tous les pays étaient. Et j'étais étonné de voir, comme disait, une poignée de voyous, de machin. On était des voyous à l'époque, que Félaga, machin, voyous. Voilà. Et puis voilà, doucement, doucement, la révolution s'est faite, l'organisation, etc. Puis on sait après ce qui s'est passé, là c'est autre chose, c'est aux historiens, ceux qui étaient au maquis, ceux qui étaient là, d'accord, on peut parler. Moi je vois les maquisards, Hamid Zoubahnaya, il peut témoigner, comme d'autres, tous les joueurs d'ailleurs, quand des maquisards rentraient un petit peu pour prendre quelques jours de congé, ils ne savaient même pas s'ils allaient vivre ou pas vivre, etc. Et ils étaient heureux comme tout, et quand ils ont entendu, parce qu'ils avaient des petits potes, des machins, ça petit... C'est vrai, la plupart nous disaient, quand vous êtes partis, on a explosé de joie, on est devenu encore... Enfin, il y a eu des scores quand même très très lourds, des 8, des 10, jusqu'à 15, donc que ce soit tous les pays, la Libye, le machin. Bon, maintenant, voilà, il y avait une grande équipe, il y avait des joueurs qui étaient là, et puis voilà, c'est ça l'équipe FLN. Et tout ce qu'elle a apporté. Puis par la suite, bien sûr, on peut, en vitesse, de 62 à 90... Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, donc les entraîneurs, les machins, on a donné ce qu'on avait, etc. On en parlera tout à l'heure avec votre permission, Mohamed Maouch. Vous l'aviez souligné, le FLN, il y avait des hommes hier.
Hamid Zouba. Marhaba bik. Merci. Ça me fait plaisir de te revoir. Depuis le Mouloudia, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, comme on dit. Alors, comment aviez-vous vécu justement cette période qui a coïncidé avec la création, la construction? C'est un édifice qui a été construit donc par le FLN à travers, bien sûr, vous. Comment aviez-vous vécu cette période? Est-ce que dans votre conscient ou inconscient, c'est selon, vous étiez déjà préparé, ou alors parce que les nécessités du moment commandaient à ce que la révolution algérienne marche sur ses deux jambes au lieu d'une seule? Merci pour cette invitation et merci aussi d'avoir pensé à honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, Zitouni Mustafa. Exceptionnel pour le poste qu'il occupait, arrière central. De pivot. D'un autre footballeur qui avait marqué son temps, Mustapha Zitouni est mort. L'ancien international français et algérien était un des meilleurs joueurs en France à son époque. Mais coup de théâtre en 1957, en pleine guerre d'Algérie, il avait accepté l'offre du FLN, rejoindre la première équipe de football algérienne au prix de sa carrière en France. Reza Pounewachi. Aéroport de Tunis en 1958. Nous sommes à quelques semaines du début de la Coupe du Monde de football. À bord de l'avion qui atterrit, 4 joueurs algériens qui ont décidé de quitter l'équipe de France dont ils faisaient partie pour rejoindre celle du FLN. Parmi eux, Mustapha Zitouni. Né à Alger en 1928, ce puissant défenseur quitte rapidement ce qui était encore une colonie pour faire carrière en métropole. Une carrière exemplaire. À 30 ans, il est l'un des piliers de l'équipe de Monaco, a déjà joué en sélection nationale et est même dragué par le Real Madrid. Pour la Coupe du Monde en Suède de 1958, le Front de Libération Nationale contacte des joueurs d'origine algérienne évoluant de l'autre côté de la Méditerranée. Le but, former la première équipe de foot algérienne, une audace à la portée hautement symbolique pour le mouvement clandestin indépendantiste. Mustapha Zitouni répond présent à l'appel. Avec 10 autres collègues, sa défection provoque un tollé dans l'opinion publique en France qui médiatise ce qu'on appelait encore les événements algériens. Le coup de pub recherché par le FLN est atteint. Pendant 4 ans, cette équipe non reconnue par la Fédération internationale jouera plus de 80 matchs avec les pays non alignés. Aux côtés d'autres stars du ballon rond comme Rachid Mekloufi et Abdelaziz Bentifour, Zitouni évoluera avec le maillot algérien, même indépendante, jusqu'en 1964 avec près de 100 sélections. De retour en France bien des années après, dans l'anonymat complet, Mustapha Zitouni s'installera dans la ville de Nice, où il vient de décéder des suites d'une longue maladie à 85 ans. Dans son pays d'origine, l'Algérie, il reste un héros national. Alors moi je vais vous rafraîchir la mémoire, chers amis, je vais vous parler de Mustapha Zitouni, qui est décédé à Nice à 85 ans. C'est une histoire extraordinaire qui s'était passée, donc c'était en 58. J'avais vu un beau documentaire d'ailleurs fait par Eric Cantona là-dessus, où il avait retrouvé Rachid Mekloufi, qui était à Saint-Étienne à l'époque, et Zitouni, qui était à Monaco, lui. Et ces joueurs, alors pour les plus jeunes, ces joueurs en 58 avaient choisi très courageusement d'ailleurs, alors qu'ils étaient sélectionnés en équipe de France, Zitouni et Mekloufi, qu'ils étaient dans les clubs prestigieux, et bien ils avaient choisi de partir clandestinement, alors c'est un vrai roman policier, pour rejoindre une équipe. Alors, ils étaient que 10 au départ, mais c'était l'équipe du FLN, donc pour faire la propagande entre guillemets de l'Algérie indépendante. Donc ils ont joué une centaine de matchs, je crois, ils sont allés jouer dans différents pays pour faire la promotion de l'indépendance de l'Algérie. C'était assez courageux quand même, il fallait avoir certaines convictions quand même pour quitter comme ça ce confort pour aller défendre cette cause. Voilà. Je vous trouve très attentif lorsque je donne mon nom du jour. Le football national est en deuil après la perte de l'une de ses légendes, Mustapha Zitouni, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN. La disparition de ce défenseur central qui faisait partie des meilleurs à ce poste du football français et même mondial. Les années 50 remet en mémoire un glorieux épisode de l'histoire du football national et celui de tout un pays et toute une patrie. Lorsqu'il décida héroïquement avec ses autres compatriotes de quitter le championnat français pour répondre à l'appel du FLN et former la première équipe algérienne en pleine guerre de libération.
Né à Alger un certain 19 octobre 1928, Zitouni débuta sa carrière à Saint-Eugène, Bollorine actuellement. Son talent, sa classe et sa rigueur sur le terrain a fait saliver les meilleurs clubs de l'Hexagone. Il atterrira au sein du Stade français avant de rejoindre l'AS Cannes en 1953, puis l'AS Monaco l'année d'après. Zitouni s'imposa comme l'un des meilleurs du championnat. Il fut sélectionné à 4 reprises en équipe de France, mais son aventure et sa carrière prendra une nouvelle tournure lors de l'hiver 1958, lorsqu'il décida avec d'autres joueurs algériens de tout laisser tomber, une participation même à la Coupe du Monde, organisée la même année en Suède, pour rejoindre l'équipe du FLN à Tunis. Une décision qui brisa sa carrière, mais fera de lui une vraie légende de l'histoire de l'Algérie. Il termine sa carrière de joueur en 1967 au RC Cuba. Après plusieurs sélections avec les Verts, Monsieur Football s'est éteint à Nice, dans le sud de la France, loin de sa patrie, mais son nom restera gravé à jamais dans l'histoire nationale. Il a perdu un grand footballeur, un patriote et un pont de son histoire. Dans la satisfaction de monsieur, du président Farhat Abbas, quand il a dit que cette équipe avait fait avancer le problème algérien de 10 ans. Il ne parlait très certainement pas de la qualité du jeu. Et là, il est très difficile pour moi de démonter les rouages politiques. Vraiment, il est clair que dans la conception de cette équipe, c'était le politique qui prévalait. Pourquoi le politique et pourquoi une équipe de football? Pendant ce temps-là, en 1958, il y avait en Algérie un déluge de bombes et de napalm, etc. Et des hommes de la Révolution ont pensé à une équipe de football. Dans l'engagement des professionnels qui étaient à cette époque-là intégrés en France, des joueurs de football qui étaient à l'aise. L'engagement pour le FLN, avec le FLN, devait démontrer au public sportif français, au peuple français, au gouvernement français, que tous les Algériens étaient et suivaient le FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Et les Français à cette époque-là disaient que c'était des poignées de fanatiques, etc. Le premier but était pour que les Français cessent d'envoyer leurs enfants se faire tuer en Algérie, qu'il y avait une véritable guerre. Le deuxième but, c'était d'encourager la jeunesse algérienne, d'entrer dans la bataille. C'était d'encourager, d'encourager ceux qui bataillaient dans les villes et dans les jebels. Que aussi, le peuple était pour la révolution. Ils étaient rassurés. Ce départ rassurait un peu tout ce monde-là. Et il y avait aussi que cette équipe devait aller porter la révolution dans les pays de l'Est, dans les pays amis. Pays de l'Est, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Devait porter la révolution. Le jeu venait après. La qualité du jeu venait après. D'abord, le drapeau. On entrait sur le terrain avec le drapeau, l'hymne national. Vous étiez les porte-drapeaux de cette révolution. De cette révolution. Termes, oui. Ce qui prouvait que l'Algérie était un pays libre, un pays respecté avant 1830. Et que ce n'était pas une partie de la France, comme on disait à cette époque-là, un département français. Ce n'était pas un département français, c'était un pays colonisé et qu'il fallait absolument qu'il soit indépendant.
Voilà la substance. Le jeu venait après. Le jeu a servi pour qu'il y ait un peu plus de sympathie pour la révolution algérienne dans le monde. Il y avait des pro-français, mais il y avait aussi des nations qui étaient incertaines. Et les responsables politiques dans ces pays-là, quand ils faisaient leur rapport au GPRA, ils disaient qu'après le passage de cette équipe, l'entrée dans les ambassades devenait plus facile. La production technique de l'équipe a attiré pour la révolution un peu de sympathie. Et aussi, comme nous l'a dit le président de l'Assemblée nationale yougoslave, qu'on avait battu 5-2, si vous jouez au football de cette manière, avec cette intelligence, c'est que vous avez des hommes capables de gérer votre pays. Voilà le but principal de la constitution de cette équipe. Elle devait servir d'abord pour éveiller le peuple français. Et là, j'ai commencé par Zitouni, je dois terminer par Zitouni. Là, en 1958, au mois d'avril, Zitouni tenait l'actualité. Il venait de remplacer l'irremplaçable Jonquet. Jonquet, oui. Et aussi, avec lui et avec tous les autres. Et ça a fait une résonance dont on a profité du FLN. Et De Gaulle arrivait à ce moment-là aux affaires françaises. Donc, le jeu est venu après. Farhat Abbas, dans la discussion, nous dit on peut tenir des réunions à l'étranger, on peut attirer 200 personnes, 300 personnes, tandis que vous allez attirer du monde. Et alors, bien sûr, en arrivant à Tunis, on ne nous a pas laissé jeunes professionnels, non. On nous a pris en charge et on nous a appris à devenir militants. Voilà en quelques mots l'avantage. L'avantage, et nous sommes bien sûr fiers d'avoir contribué à contribuer à ce que cette idée a fait son chemin et qu'elle a été positive. À servir surtout d'alternative au mouvement sportif national qui, en Algérie, devait cesser toute activité. Alors, c'est Hamid Haddad. Vous êtes un ancien de l'ESMA, l'Espérance sportive musulmane d'Alger, dont le siège se trouvait à la place des martyrs, non loin de Jamaït al-Ulama, non loin de Jama'a Kchawa. Vous occupez des responsabilités dans le mouvement sportif national. Vous avez été présidente de la Fédération algérienne de football. Ce n'est pas sans arrière-pensée si je vous ai invité pour participer justement à cette soirée magnifique, de par la qualité des intervenants, mais aussi de l'assistance, qui démontre à l'évidence que le sportif algérien n'a pas des choix unilatéraux. Et lorsqu'il est pour quelque chose, il l'est dans son intégralité, dans sa cohérence. Alors si on vous demandait de faire la liaison objective entre le passé de notre sport, symbolisé à l'époque par des clubs emblématiques comme le Mouloudia, l'USMA, l'USMMC. On a tendance à oublier l'Union sportive musulmane de Maison-Carré qui a donné beaucoup de martyrs. Et on a tendance à oublier que le Mouloudia d'Alger ne recevait pas à Saint-Eugène à l'époque, elle recevait à Al-Harrach, donc au stade d'Al-Harrach pour la petite histoire. Alors, si on vous demandait de faire la liaison entre le mouvement sportif d'hier
et celui symbolisé par l'équipe du FLN, quelle serait votre réponse? Merci pour cette invitation. Salam alaikum. D'abord, je suis agréablement surpris d'avoir été invité. D'avoir été piégé, dites-le. Piégé parce que je pense que parmi les illustres sportifs qui sont avec nous, toutes les personnes qui sont avec nous, beaucoup auraient pu peut-être être à ma place d'une façon plus utile. Mais enfin, bon, sachant que ce n'est qu'une émission qui est enregistrée, donc les écueils du direct sont évités. Et puis on compte sur ton indulgence pour éventuellement corriger quelques... pour corser l'addition. Oui. Pour corser l'addition. D'abord, je voudrais... c'est vrai, je voudrais juste un peu corriger l'Espérance sportive musulmane est donc une... dont je suis fier, à laquelle je suis fier d'appartenir. Et d'ailleurs, aux gens qui, quand j'étais à la tête de la fédération, beaucoup de gens me disaient « Adam al-Mouloudia, Adam l'Usma ». Je me rappelle, lors d'une finale de Coupe d'Algérie, j'ai rappelé quelqu'un en lui disant « Non, moi je n'ai connu qu'un seul club. En réalité, 2 clubs. J'ai connu l'Espérance et j'ai joué au football au RUA ». Mais en fait, j'étais athlète Le RUA, c'était le Racing universitaire que certainement Zoumbir connaît. Et j'ai joué avant un départ en Belgique en 68. Donc de 62 à 64, j'étais athlète et encadreur à l'Espérance sportive musulmane. Mais avant, mes 2 frères, dont Mustafa Allah yarhamou, jouaient, eux, parce que plus âgés que moi, jouaient au football à l'Espérance. Donc nous avons grandi dans cette ambiance de l'Espérance, un club que je qualifierais de véritable école de formation. C'est Hamid Zouba a dit que le fait de rejoindre l'équipe nationale, la glorieuse équipe nationale de l'Algérie combattante, c'était en fait un apprentissage également pour le militantisme. Nous, on avait cet apprentissage au niveau des clubs sportifs, que ce soit le Mouloudia, que ce soit tous les autres clubs qui ont été créés dans la mouvance, bien sûr, sur décision du PPA-MTLD. Ça, c'est par la suite. Par la suite, bien sûr, par la suite. Et donc, on se retrouvait dans ce milieu, dans ce microcosme politique et nationaliste, cet apprentissage se poursuivait soit dans la Madrasa Rachad, également d'obédience PPA-MTLD, ou dans les SMA, dans les groupes scouts également d'obédience PPA-MTLD. Donc il y a cette connexion, si tu veux, si on peut appeler ça, de connexion du mouvement sportif avec le mouvement nationaliste. Et bien sûr, avec la participation à la lutte de libération, parce que lorsque je ne veux pas oublier et je ne veux pas aussi focaliser la discussion sur l'Espérance, parce que sinon Mohamed m'en voudra, je ne voudrais pas comme toujours, et pour ne pas changer. Oui. Mais on retrouvait souvent des shahids au niveau d'un club. Si je cite l'Espérance, l'Espérance a quand même 22 martyrs, Allah yarhamhum wa yas'alihum. Et autant dans un groupe scout qui était le Shihab. Le Shihab avait 8, dans au moins 6 de mémoire, et j'espère qu'elle mettra une niche, dont 6 étaient joueurs à l'Espérance sportive musulmane. Donc, il y a cette... on peut parler de mouvement osmotique, hein, mais bon, c'est beaucoup plus que ça, c'est fusionnel, mais c'est déjà, si tu veux, la culture et vraiment je ne dirais pas une initiation, mais beaucoup plus pour le mouvement sportif. Évidemment, pour moi qui étais jeune à l'époque, même si je me souviens avoir assisté au dernier match du Mouloudia contre la SSE
où a joué Mohamed Mahouch. C'était en mai 1956, c'était le dernier match et tous les clubs avaient donc observé l'ordre qui avait été donné de boycotter, de ne plus participer. Il n'y a plus eu donc de match jusqu'à l'indépendance. Beaucoup de joueurs des clubs qu'on appelait les clubs musulmans, USMA, USMB, l'USMMC. L'USMMC était un peu moins connu parce qu'elle n'était pas dans la même division que le Mouloudia. Et les autres clubs étaient soit en pré-honneur, soit en première division. Et il y en avait qui évoluaient aussi en 2 ou 3e division. Hadjot avait une équipe qui s'appelait d'ailleurs l'USMMH. Elle est revenue l'USMM même, Marengo à l'époque, Hadjot aujourd'hui. Moi, si je devrais me placer dans ces événements, je pense avoir été privilégié. Parce que j'ai fait, le matin, j'allais à l'école primaire. Et quelle école? L'école Saroui, qui a donné énormément de martyrs aussi. Et j'ai eu la chance d'aller jusqu'au brevet. Mais dans la journée de tous les enfants qui étaient dans notre quartier, c'était faire l'école primaire, aller à la Médersa, aller à Rached ou à une autre Médersa. Il y avait Chabiba aussi. Il y avait Chabiba. Aller le soir après, de 7h, de 17h à 19h, aller au scout. Aller aux SMA dont la plupart les plus importantes étaient donc regroupées au niveau de la pêcherie, mais d'autres étaient à l'intérieur de la Casbah, comme la pêcherie, c'est le groupe Al-Qatba, la pêcherie. Non, c'est le groupe Shihab et le groupe Al-Qatba. Et au début, un des groupes, soit l'Islah, soit le Falah. L'Islah, c'était la rue Theb. J'y étais, donc j'étais scout. Oui, l'Islah, la rue Theb, mais il était avant à l'extérieur. Hein. C'était la rue Theb, bien sûr, est devenue très... Pour moi, l'idée de la création, de la mise sur pied d'une équipe nationale représentant la révolution algérienne et avec quel brio, était un véritable acte de guerre. D'abord, la date n'est pas fortuite. 58, même si en 57, il y avait déjà la fameuse équipe de la LN. Je pense que c'est Bendrama qui a entraîné, non? Il y avait bien sûr, Jamel Deldour, chirurgien dentiste de Constantine. Drawa ou Bendrama? Drawa. Et donc, après, en 58, au niveau, sur le plan intérieur, il y avait quand même 3 années et demie de lutte qui sont passées, qui ont laissé des traces avec, bien sûr, quelques coups bas et quelques coups tout simplement portés par l'armée coloniale au mouvement. Il y avait une espèce d'essoufflement. Et je pense que le génie et la stratégie, vraiment une grande stratégie guerrière, c'était d'avoir compris que de toutes les façons, la lutte devait se terminer, mais doit être liée par l'action diplomatique, par l'action politique à l'extérieur. Et c'est comme ça que l'équipe nationale est devenue l'ambassadeur ou l'ambassadrice itinérante de la révolution algérienne. Et on sait, bien sûr, le jeu, comme a dit C. Hamid, le jeu était en fait, n'est venu que apporter un plus, gagner de plus en plus de sympathie, à la fois aux joueurs, dont il ne faut pas cesser de rendre hommage pour le sacrifice qu'ils ont fait. Il y avait des joueurs qui étaient à l'aube à l'orée d'une carrière internationale brillante, d'autres d'une carrière professionnelle très prometteuse, et qui ont carrément tourné le dos à tout ça et préféré s'engager au service de la révolution. Pour moi, c'est un acte de guerre, un acte de stratégie guerrière, et qui non seulement a fait gagner, Farhat Abbas a dit peut-être, elle a fait gagner 10 ans, peut-être parce qu'on était encore en pleine guerre, mais je pense qu'elle a
contribué sérieusement à écourter la guerre, même si 7 ans et demi, c'est trop. Donc, évidemment, après l'indépendance, cette équipe a continué à jouer. Ce n'était plus l'équipe du FLN. Mais quand l'équipe nationale jouait, je me rappelle des matchs, de grands matchs qui ont été réalisés par cette équipe, notamment la victoire contre l'Allemagne, oui. Notamment également la victoire contre la Tchécoslovaquie 4-0 au stade municipal, contre la Bulgarie, le match nul contre l'URSS. Et mais les footballeurs, fussent-ils très excellents, talentueux, en un âge, et l'âge et le verdict qui est contre les sportifs. Et après un certain moment, d'autres ont continué leur activité sportive en encadrant des équipes avec beaucoup de succès. Et c'est une façon du service qu'a rendu, du service énorme qu'a rendu le mouvement sportif, et bien sûr avec toutes ses composantes, pour donner en quelque sorte, et c'est son jeu de mots, un second souffle à la lutte et au combat révolutionnaire pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie, et jeter les premiers jalons de ce qu'a pu être, et peut-être il faut voir en ça les résultats de 82 et 86 comme étant une continuité. Le football, malheureusement, obéit à la loi des cycles. Aucun club au monde ne peut continuellement être au sommet. Il faut simplement savoir négocier le nouveau départ. Merci Hamid, je ne couperai rien, promis. C'est Brahim Berber, donc... Je voudrais simplement, oui. Je m'excuse, c'est Hamid a ouvert pour rendre hommage à Mustafa Zitouni, et terminer par ça. Je voudrais simplement rappeler, j'étais un acteur, je ne sais pas, un témoin, peut-être, je ne sais pas si on pourrait l'appeler audio ou radiophonique, puisque dites toujours. En 1958, là, il y avait la Coupe du Monde qui se jouait en Suède. La France était qualifiée pour la demi-finale contre le Brésil, je crois. Jonquet se blesse à ce match, et celui qui a rapporté ce match, et je suis témoin, disait « Ah si, Mustafa Zitouni était là ». أنا كجزائري وكزميل مصطفى زيتوني وجماعة تاع الفريق جبهة التحرير يغيظني الحال كي ما يعرفوش زيتوني. علاه يغيظني الحال؟ خاطر المسؤولين تاعنا ما جراوش يعني التاريخ نعم على هذا السيد هذا ما تنساوش باللي في 58 نعم 13 مارس 58 نعم فرنسا لعبت مع اسبانيا نعم. السيد هذا كان بحراسة دي ستيفانو هذا كان غول، كان ميور جوار ميسي حاليا ويعني غطاه يعني الى انتيرمون اتوفي. نعم. البريزيدون تاع ريال مدريد هو الاسم تاعو دوك سانتياغو برنابيو. نعم. هذا جاه من بعد الماتش قال له مسيو فوالا ان شيك mettez la somme que vous voulez. هو كان عارف باللي 13 افريل ماشيين اكسيتيرا. قالوا نو جو مانج با دو سو بان تكستويلمون، يعني رفض. نعم. حاجه كيفاه؟ جوست ابري في الفيستير، جوست في الفيستير في البيت تاع نعم. يعني السيد هذا يا خويا شابو. يعني رفض ريال مدريد من اجل يعني لا من اجل كل شيء يعني نعم. وهذا الفريق تاع ريال مدريد كان اقوى من اليوم
لا ميزون بلونش. لا ميزون بلونش، يعيطونها لا ميزون بلونش، واستاد هذا برنابيو. نعم. يعني رفض هذيك لا بروبوزيسيون هذيك وجا معنا موا دافريل 58 وين تخلقت الفريق هذا. وباه نكملوا على الفريق هذا جبهة التحرير ما عملش الفريق هذا باه نروحوا نلعبوا في الخارج. نعم. عمل الفريق هذا باه يفطن. نعم. ويعرف نعم. الحرب اللي كان في الجزائر. نعم. خاطرش كان حرب كبير. يعرف بقضية الجزائرية. نعم. من بعد كي صرات هذيك الموفمون هذيك الصحفيين يجريوا عقابنا ولي تيليفزيون وهذيك اكسيتيرا. Ça a donné une importance immense. Les gens, les Français comme les Européens se sont posé la question علاه هاد الناس هادو راحوا خلوا كلش ونحوا عندهم دراهم عندهم الشهرة وعندك وراحوا علاه. نعم. يعني سي لا فلان. وهذوك الناس سيتي دي ستار يعني في لو شامبيون فرونسي. اسمع هذوك عندك بوبكر. نعم. ما شاء الله جران غارديان بوت. زيتوني جران نيميرو 5. قدور بخلوفي كي تي ستاجير في موناكو. نعم. مي جبناه معنا باسكو يفاليك ثلاثه من موناكو مشاو. نعم. ما خليوهش وحده. دونك وزيد عريبي كرمالي عمار رواي. نعم. بنتيفور ابراهيمي بوشوك رشيد مخلوفي. يعني يافي اون ايتي 10. Donc on ne peut pas faire une équipe avec 10. نعم. كي وصلنا لتونس اول حاجه اللي هذيك مشينا لاباز. تعرفوا شنو لاباز؟ سي لو اف ال ان افي لاباز لا ديريكسيون يعني. لا ديريكسيون بور لي زارم بور هذيك اكسيتيرا. كي بعثنا بنتيفور، معروف بنتيفور ويعرف تونس. هو اللي كان وراء يعني فكره تاسيس. هو مع بومزرق ومختار عريبي. بنتيفور كذلك كان لاعب كبير اللي كان عنده مكانته في حتى في المنتخب الفرنسي كذلك. بيان سور. نعم. بوبكر متخخب بنتيفور ابراهيمي بوشوك انا. نعم. يعني هذه الجماعه هذو كانوا في الفريق الوطني الفرنساوي. نعم. وكيف صارت العمليه هذه بومزرق الله يرحمهم كلها. راح مشى شاف بنتيفور قال له اسمع اروح معنا عندنا اون ايكيب يونيفرسيتير اللي رايحه لموسكو باه تولي اونترينور. قال له سافا با. قال له انا سو بروفيسيونيل. وكيف نكمل مع هاد الجماعه هذو ومن بعد نرجع قال له علاه ما تعملوش هذه الفكره هذه تاع وبروني لي ميور جوار. نعم. سي هذاك بومزرق مشى لا فيدراسيون دو فرانس في باريس وحكى لهم ايزون يو ليدي جينيال يعني هيستوريك. نعم. لي لا بوبليسيتي اترافير لو فوتبول. نعم. وبداوها هما بالفلان. يعني شوف كيفاه اون 58 Il y avait des gens intelligents. 58 قال لك سي une bonne occasion de faire connaître la situation en Algérie. خاطرش n'oubliez pas que en France il y avait la censure. دوك راهم يتعنطروا علينا ولا لا ديمقراطيه وهذيك. مي في وقتهم هذوك سيتي لا ديكتاتور سيتي لا سانسور سيتي با واحد ما يتحرك. دونك le seul moyen de faire connaître au peuple français qu'il y avait une guerre, c'était ça. Ah, si Mustapha Zitouni avait été là, ce soir, pour constater que sa mémoire ne sera jamais trahie et sa mémoire illuminera toujours les discussions de ses amis, de ceux qui l'ont connu ou de ceux qui se sont inspirés de son jeu. Monsieur Brahim Berber, il serait intéressant de connaître votre avis s'agissant justement de du jaillissement de cette équipe nationale
du FLN, qui a été donc le produit du mouvement national. Il y a une continuité entre ces sportifs qui ont bravé les premiers depuis les années 20, la caste coloniale, et ces joueurs professionnels algériens qui se trouvaient dans les clubs français. Et vous, il se trouve qu'à l'époque, vous étiez en France et ce scandale, quelque part, parce que ça avait fait scandale à l'époque, comment avait-il été perçu tant par les Français d'une part que par les Algériens d'autre part? D'abord, merci pour m'avoir invité. Ensuite, il faut vous dire que à cette époque-là, j'étais très jeune. Quand l'équipe a été constituée en 1958, j'étais, dans leur langage à eux, ce qu'ils appelaient le petit junior. En fait, vous n'étiez pas aussi jeune? Si, j'étais jeune. À l'époque, j'étais sélectionné cadet du Sud-Est et je jouais en critérium junior. Dans quelle équipe? Je jouais au Sport Athlétique de Saint-Antoine et si les besoins le veulent, je vais raconter une anecdote qui fera plaisir certainement à mon ami Mohamed. J'ai participé en tant que joueur à un lever de rideau entre le Sport Athlétique de Saint-Antoine contre le club des Critérium Junior de Marseille à l'occasion d'un fameux match, le seul qui s'est déroulé d'ailleurs, entre le Santos Football Club et l'équipe de Reims au stade Vélodrome de Marseille. Bon, l'anecdote fermée, il se trouvait que j'étais un des rares Arabes à jouer dans un club et j'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais. Ce qui fait que, évidemment, tous mes amis me regardaient avec des yeux nouveaux en me disant souvent « Quoi, toi aussi tu vas partir ?» Et comme j'étais jeune, j'y pensais même pas. En parallèle, mes activités militantes ne me permettaient même pas de penser à faire une carrière de footballeur. On n'en demeure pas moins que, pour faire court, à ma libération au mois d'avril 1962, j'ai été désigné par les responsables de la Révolution à Marseille comme secrétaire du comité d'accueil aux détenus qui se trouvait au 13 de la rue d'Aix, dans les locaux de la CIMAD. Et le premier contact physique que j'ai eu avec un membre de cette équipe du FLN, ça a été Boubker. Abdelrahman Boubker, Allah yarhamou, un jour, il rentre tout feu tout flamme dans le bureau en me disant « Ateni le Bayen ». Il faut dire qu'à l'époque, tous les détenus qui étaient libérés de France étaient dans l'obligation de passer par ce comité d'accueil où on leur donnait un petit pécule, de quoi être vêtus, parce que certains étaient très très mal vécus, et un billet de bateau pour rentrer en Algérie, accompagné d'un laissez-passer leur reconnaissant la qualité de militant pour qu'ils n'aient pas de problème. Le cas Boubker se posait, puisqu'il voulait simplement un quitus pour rentrer en Algérie. Or, l'administration étant ce qu'elle est depuis toujours, il fallait une réunion du comité ou du conseil de direction pour dire, voilà, il y a un footballeur de l'équipe du FLN qui vient de Tunisie, il veut un quitus pour rentrer en Algérie, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, pour ne pas les citer, il y avait Maître Boulbina, un nommé Lakhdar dit Spoutnik, et un nommé Abdallah qui était membre du directoire, disons, de la chose. Ils ont tenu à le voir. Ils ont tenu à le voir.
Et dans la soirée, il était revenu. Et effectivement, ils lui ont donné à lui et à son épouse l'autorisation de rentrer en Algérie. Bon, quelques temps plus tard, moi j'ai dû rentrer en Algérie et j'ai repris contact, évidemment, avec lui et à travers lui, avec l'ensemble des joueurs. Dans les activités politiques qui furent les miennes par la suite, la seule préoccupation, c'était que ces gens-là continuent à être unis et à constituer une équipe qui sera chargée d'organiser le football en Algérie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, si bien que les uns et les autres sont devenus des entraîneurs de petits clubs régionaux, puisqu'il n'existait pas d'équipe de ligue nationale à l'époque. Il y avait les championnats régionaux Oran, Alger, Constantine. Il me semble que Hamid avait été à Sidi Bel Abbès. Moi, j'avais eu l'avantage de racoler Mohamed pour l'amener à Mostaganem. Bon, puis voilà, je suis resté en contact avec Boubker, qui, il faut le reconnaître, a été beaucoup le fer de lance de cette équipe, ou de cette ex-équipe de footballeurs du FLN, pour essayer d'en faire quelque chose. Et jusque dans les années 90, nous nous sommes battus dur comme fer pour essayer d'obtenir quelque chose pour eux, que la simple reconnaissance de simples petits moudjahid qui avaient pour beaucoup une pension misérable, qui pour certains arrivaient à joindre les deux bouts parce qu'ils faisaient un peu de football encore, ils jouaient ou ils entraînaient, mais pour beaucoup, à la limite, ils étaient réellement dans le désarroi, dans la misère, quoi, voilà. Dans la désolation. C'est seulement à partir des années 95, si mes souvenirs sont bons, qu'après une grosse bagarre dans un local qui était le logement de Boubker, et à l'occasion, c'était à travers un journal édité dans le Constantinois, que le lièvre a été levé de nouveau et qu'une attention particulière leur a été portée pour faire d'eux ce qu'ils sont devenus par la suite, qui de mon point de vue est tout à fait insuffisant, parce que ce sont des individus, je m'excuse du terme, mais d'une capacité footballistique et d'une moralité irréprochable pour la quasi-totalité d'entre eux. Ils auraient pu faire, avec la patte qui existe chez nous, autre chose que ce que nous avons aujourd'hui, à savoir une équipe nationale qui est faite d'expatriés. Et ça, pour moi, c'est un drame incommensurable, quoi, parce que ils perdent de l'âge, ils prennent de l'âge, ils ont réussi à constituer une petite pépinière à travers différentes écoles qu'ils ont créées à travers le territoire national, mais honnêtement, ils auraient pu faire beaucoup mieux si un temps soit peu, on leur aurait donné les moyens de le faire. Ils sont encore disponibles et c'est vraiment dommage qu'on ne les associe pas à la chose du football, parce que même s'ils ont du caractère, c'est quelque chose d'essentiel dans le football. Sans ce caractère-là, on est des petits footballeurs. Et c'est grâce à leur caractère, tout jeune, qu'ils ont pu être de très grands footballeurs et qu'ils ont porté très haut l'emblème national à travers les nations qu'ils ont visitées et dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, entre autres. Bon, maintenant, les anecdotes, il y en a des dizaines, des bonnes et des moins bonnes. Je pense que l'essentiel est dit, quoi. Parce que, une dernière bonne, par exemple? Une dernière bonne. D'abord,
Voilà, je voudrais que tous ici nous ayons une pensée pour Dahman Soukan, par exemple. C'est dommage de pouvoir parler de ce genre de personnes de cette manière-là. C'est dommage qu'on ait parlé de Mustapha de la façon dont on est parlé. Il aurait mérité mieux. Ce sera dommage que demain on parle de Mohamed, on parle de Zouba, on parle de Rouaï, on parle dans les mêmes conditions. C'est vraiment un drame. C'est un pays qui a les capacités financières pour prendre en charge de façon extraordinaire quelques personnes qui restent et qui ont fait la gloire de l'Algérie quand l'Algérie avait besoin de gloire. Et les uns et les autres ont dit qu'ils ont fait avancer la révolution. C'est vrai qu'ils l'ont fait avancer d'1 an, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais ils l'ont fait avancer. En tous les cas, ils ont fait parler d'elle. Et ils ont fait parler d'elle dans des lieux où on n'entendait pas parler, ni de la révolution et encore moins de l'Algérie. Alors aujourd'hui, les sentir comme ça, pas à l'abandon, mais tout comme, ça fait mal. Ça fait mal pour quelqu'un qui, comme moi, les suit de loin, simplement par amitié, par sympathie, par ce qu'ils sont. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà, c'est Brahim Berber. C'est Mohamed Maouch. Je pense que votre position militante ne date pas de la création de l'équipe du FLN. Vous jouiez à l'époque avec Mati Ben et bien d'autres joueurs du cru, Hamid Zouba à l'AISSE, et vous aviez eu donc à connaître le massacre donc, qui a suivi le match ayant opposé l'association sportive de Saint-Eugène au Mouloudia Club d'Alger. Vous est-il possible de nous en parler? Oui, en effet, ce jour-là, c'était vraiment ce match-là, c'était un massacre. Mais pour revenir un petit peu en arrière, c'est la veille. La veille du match où, Hamid Zouba le sait, on a le bar des sports à Saint-Eugène, on se réunissait là, on se voyait. Bon. Et puis à un moment donné, je jouais au ping-pong, je suis sorti, parce qu'il faisait chaud. Il y a quelqu'un qui passe, salam alaikum, et salam, il me dit 2 mots. Il me dit attention, pas un joueur demain, pas un Algérien ne doit jouer contre le Mouloudia. Et à l'époque, nous étions quand même pratiquement 5 joueurs, on tenait la SSE. C'était nous les. Ah oui, c'était l'ossature. Il y avait donc Zouba, il y avait Mati Ben, il y avait Bouchesh Hossein, il y avait Yahyaoui et moi-même. Donc, il me dit, tu es à la Vespa? J'ai dit, oui, je monte vers Mati Ben parce que c'est le plus loin, je vais le voir. Je lui dis, voilà, il faut trouver une excuse. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je redescends, je vois Hamid et je vois Yahyaoui au plateau. La même chose, il n'y a pas de problème. Et je vois Bouchesh. Bouchesh qui habitait à Alger à l'époque, il était à l'Oasis, à l'hôtel Oasis, donc c'était pas rien. Je lui raconte, je lui dis, voilà. Et, bon. Ah, il me dit, moi je joue. Je lui dis, alors si tu joues, tu prends tes responsabilités. Hein, le FLN est là, c'est... Il ne faut pas t'amuser à jouer. Donc il a joué d'ailleurs, mais c'est lui qui a marqué le but en plus. En plus. Qui a égalisé. Et alors là, à la fin du match, nous étions tout à fait dans la nouvelle tribune. On s'est mis de côté. Il y avait Zouba, il y avait Mati Ben, Bouchesh, moi-même et Yahyaoui. Mais à peu près tout de suite, quand le match s'est arrêté, on a vu une massacre. Moi, j'ai encore ce massacre devant moi, quoi. Et on a vu des gens balancer du boulevard vers la mer, vivants comme ça. Puis après, c'est quelque chose d'inimaginable. Bon, nous, par la suite, parce qu'on s'est sauvés, on est partis, donc on a rejoint nos maisons. Mais les CRS, c'était vraiment
C'était catastrophique. Il y a eu plusieurs morts. Ah oui, il y a eu plusieurs morts, et puis un massacre, pas un arabe, c'était vraiment, c'est pas plus que la ratonnade. Hein. Ah, les CRS, ils se donnaient à cœur joie. Hein. Ah, je trouvais c'était bon. Ils ont mis le feu, bien sûr, à la tribune populaire, ils avaient ramassé des journaux, etc. Et, bon, c'est quelque chose qui m'est resté gravé, parce que je revois encore ces images, surtout le boulevard, parce que c'est juste, on voyait de la tribune d'en haut, on voit très bien. Il y a des gens qui étaient pris, vraiment jetés, il y a à peu près 20 mètres. Hein. Donc voilà un petit peu ce match-là. Et puis depuis, donc, on est tous, on a quitté donc l'Algérie par la suite. Chacun où il est allé. Bon, moi, quelques jours après, 2 semaines après, j'ai rejoué avec la SSE. Puis le Stade de Reims qui était là, ils sont venus, ils m'ont vu, bon, ils m'ont pris, et puis je suis parti. Mais pour revenir au militantisme, bien sûr que bien avant ça, même à Saint-Eugène, bah, je travaillais déjà. Je travaillais avec mon futur beau-frère et je vais vous dire, c'est pas une confidence, mais enfin, je pense que c'était le FLN, c'est ça le FLN, comme j'étais très connu. Donc, il se servait de moi et que je ne savais même pas. Et si je savais que je transportais telle ou telle chose, donc on me confiait des missions et je ne savais pas. Et une des missions, je peux le dire aujourd'hui, je n'ai jamais dit à la télévision, c'était la machine à écrire en arabe qu'il fallait ramener. Loubaïda Saint-Eugène, il peut le dire, qu'il le connaît très bien, le Parisien, Hamned, qui était serrurier et qui m'a confié cette mission. Mais alors, décontracté, il me dit, voilà, il y a un ami qui va te donner une boîte de gâteaux place du gouvernement. Ça, tu vois, moi, décontracté, je prends la Vespa, puis j'étais mort. Le gars m'attendait avec une boîte de gâteaux en fer, tabkari hadouk. Puis je dis, oh, puis je la mets derrière le... J'attache. Puis je rentre. J'arrive à l'atelier. Hamnet, qui était, d'ailleurs, il a été condamné à mort, parce que c'est lui qui fabriquait les carcasses de bombes, etc. Toutes les carcasses de bombes, pratiquement, partaient de là-bas. C'était un condamné à mort. Il était là, il me dit, non, je lui ai dit non, il m'a arrêté à la caserne Pélissier, le premier barrage. Il dit, t'as pas fouillé, non, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est ça, j'ai dit une boîte de gâteaux. Donc j'étais décontracté. S'il avait su que c'était une machine à écrire en arabe très recherchée, j'aurais peut-être paniqué. Donc voilà un petit peu, c'est une histoire authentique. Et c'est ça le FLN. Et il y avait à la tête donc... peut-être qu'il a connu Hamid Zouba, Mohamed Mastour, qui était un grand militant du MTLD, du PPA, etc., vraiment très grand. Et le Parisien, on l'a amené le Parisien. Pourquoi il l'a ramené? D'abord, il ne parlait pas un mot d'arabe. Il est né à Paris, il a grandi à Paris, etc. Donc, voilà un petit peu le... Et, je dis, toutes les carcasses de bombes partaient de l'atelier Rue Liébert, vers les... Antalb, voilà. Et d'autres filières. D'autres fabricants de bombes, comme de Bechirif, Tahman et Basile, Salah Basile, qu'il ne faut pas oublier, qui était aussi un grand militant qui travaille avec Talb. Voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qu'il ne faut pas oublier. C'est comme nos amis qui sont partis, faut le dire aussi, Berber, Hamid. On était 32, on ne reste que 14. Sur les 32 footballeurs, Allah yarhamoum koul. C'est la vie, c'est comme ça. Puis bon, hein, les tout derniers qui nous ont quittés, donc Mustafa Zitouni, Kermali, et puis voilà. Le mot de la fin, c'est Maouche. Eh bien, le mot de la fin, vous savez, il y a beaucoup de mots qu'on pourrait dire. Le mot de la fin, c'est que, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, que l'Algérie redevienne ce qu'elle était, hein, et encore mieux. Le mot de la fin, on pense toujours, bien sûr, à notre pays, mais aussi à notre jeunesse, parce que beaucoup de gens le savent, peut-être les téléspectateurs ne savent pas, mais que la fondation de l'équipe FLN qui existe avec son bureau, donc il y a le président Soukan, il y a le vice-président Mkhaloufi, Amara qui est le premier vice-président, il y a Hamid qui est secrétaire.
moi-même trésorier. Il y a un confrère, Mourad Boutadjine, qui est avec vous. Il y a Mourad Boutadjine, et qui est parmi nous ce soir. Oui, il va d'ailleurs le dire, c'est à lui de dire un petit peu tout à l'heure, on a élargi, mais on continue toujours à travailler à travers tout le territoire. Nous avons quand même 43 wilayas, où nous avons 43 écoles de football de gosses entre 8, 9 et jusqu'à 13 ans. Voilà un petit peu à quoi consiste notre travail. Et actuellement, on va essayer encore d'élargir la fondation et de travailler encore plus en aidant. Bien sûr, c'est le mouvement associatif. Et tout État qui se respecte, tous les États, s'il n'y a pas le mouvement associatif, on ne peut pas avancer. Donc c'est une sacrée revanche que vous prenez sur les esprits chagrins, cher ami. Ah ben oui, on reprend une revanche, mais n'empêche que ce qui nous intéresse le plus n'est plus maintenant en haut, on est dépassé par, que l'ouarto, comme on dit, hein, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont nos enfants. Hamid Zouba, 2 mots de la fin. Le mot de la fin. Je voudrais revenir sur notre situation en France à l'arrivée des émissaires envoyés par le FLN pour nous convaincre de participer de faire partie d'une équipe de football. Avant d'aller en France, nous sommes nés ici et nous avons vécu l'injustice des pieds noirs. Ce n'était pas possible d'oublier tout ça, une fois en France, et être sensible aux revenus que nous avions. Je ne nie pas que c'est grâce à ce que je gagnais à cette époque-là que mes parents ont changé d'appartement et de statut, en d'autres termes. Presque. Et les émissaires étaient spécialisés dans le fait de convaincre. Alors il me dit à la fin, il me dit, avec toi, ça a été plus facile. Donc nous étions prêts. Et c'est pas le nom sur le journal ou la vie qui était la nôtre à cette époque-là qui pouvait nous détourner. Nous étions déjà prêts. Déterminés. Absolument, nous étions déjà prêts. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas le football qui était venu à notre secours, c'est que notre vie était calquée sur celle de nos parents. Et j'allais devenir ce qu'a été mon père et mon fils, etc. Donc là, il y avait cette possibilité d'aider à redevenir libre. Et ce qu'il faut espérer, c'est que cette liberté puisse... Nous sommes en train de faire nos premiers pas dans l'existence, en tant que nation, en tant que pays. Donc avec le temps. Ce qu'il faut espérer, ce qui est essentiel, c'est d'être libre. Et c'est le temps qui va nous permettre de devenir ce que nous souhaitons être, que l'Algérie soit aujourd'hui. Merci. Hamid? Quoi d'ajouter après les 2 interventions des dignes représentants de l'équipe nationale, je préfère appeler de l'Algérie combattante. Hamid a dit qu'avec le temps, beaucoup de choses peuvent s'arranger. Moi, je crois que, en tout cas, c'est ma conviction, que l'Algérie est un grand pays. Il y a de grands hommes en Algérie. Et l'avenir de nos enfants n'est pas à remettre en cause et on n'a pas à craindre pour eux en espérant qu'ils suivront la voie que les aînés ont tracée. C'est-à-dire relever les défis, lutter contre les inégalités et toujours préférer la liberté. Brahim Berber. Simplement dire que avec tout ce qui a été créé
de positif en Algérie, on puisse permettre à tout un chacun de s'exprimer, parce que l'échange d'expressions entre les uns et les autres, sans aucune animosité, permettra de faire de ce pays ce qu'il n'aurait jamais dû ne pas être, et être vraiment au diapason des grandes nations. C'est un don de Dieu, nous avons tout pour être heureux. Si besoin est, je raconterai une anecdote. J'ai participé en 1967 à la première expérience de fabrication de la superamine à l'usine, une partie de l'usine de Rixi à Blida. Et à cette époque-là, le président Ould Daddah et sa femme étaient très souvent en Algérie. De la présidence de la République, on nous avait donné instruction pour amener Madame Ould Daddah visiter cet embryon d'usine superamine. Elle a visité. Il faut rappeler que Madame Ould Daddah était la femme du président mauritanien, Mokhtar Ould Daddah, pour ne pas le désigner. C'est ça. Et à cette époque-là, venait de s'ouvrir un restaurant qui s'appelait la Citadelle, juste au-dessus de Blida. Blida étant sous-préfecture d'Alger, le sous-préfet avait été chargé d'organiser le déjeuner. À la sortie du déjeuner, elle m'a pris par la main pour m'amener sur le rebord de cette espèce de parking, en me disant: Monsieur Berber, soyez gentil, aidez-moi. Madame, vous avez l'oreille de l'UNICEF, vous pouvez nous aider à faire la deuxième usine superamine en Mauritanie. Là, il vous appartient d'en parler à Monsieur le Président, qui en parlera à mon Président. Moi, je ne peux rien. Et elle me répond: vous connaissez la Mauritanie? Non, je n'ai pas cet honneur-là. Elle m'a dit: en Mauritanie, nous avons le sable, la mer et le ciel. Chez vous, si je recrache le noyau de fruits que j'ai mangé, dans 6 mois, je reviens, il poussera un arbre fruitier. Vous avez un pays merveilleux. L'Hadith Riyas. L'Hadith Riyas, comme le dit Qaddoul Alami dans sa chanson, magnifique chanson, Ajd al-Ar alikum ya Rajal Meknas, Qaddoul Alami, qui a été admirablement interprété par Hajj Mohamed Al-Anqa. Madame, mademoiselle, monsieur, je ne vous ai pas menti en vous apprenant que ça allait être une grande soirée, mais ma frustration est tellement grande du fait que je ne puisse pas donner plus de temps donc à cette problématique que nous avons développée tout au long de cette émission. Ce qui est certain, l'idéal révolutionnaire qui a été semé par des hommes et des femmes qui sont tombés au champ d'honneur ne sera pas vain. Ne dit-on pas chez nous « Yarham limat ou khallal ftat » Des femmes et des hommes sont tombés, mais des femmes et des hommes, leurs héritiers, ont repris les témoins. Et viendra le jour où l'esprit patriotique cher à ce pays sera réintronisé pour que l'Algérie devienne grande et vive au diapason des nations qui comptent. Je tiens à remercier en votre nom à toutes et à tous Mohamed Maouch, Hamid Haddaj, Hamid Zouba et Ibrahim Berber pour nous avoir gratifiés de ces merveilleux moments empreints de nostalgie, de douleur, mais surtout d'espoir. Gramscien que je suis, je crois en le pessimisme optimiste, mais pas en l'optimisme pessimiste. De toutes les manières, la vérité seule triomphera et hommage sera rendu à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour que nous puissions nous retrouver ce soir. Je vous dis au revoir et dans 14 jours, un samedi à 21 h,
dans le cadre d'une nouvelle escale.